Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Wikiko. Les biens culturels pillés durant la colonisation dans les palais d'Abomey par les troupes françaises en 1892 sont arrivés au Bénin le 10 novembre dernier. Un accueil chaleureux et triomphal a été réservé à ces trésors, acte historique qui consacre le Bénin comme pionnier dans la restitution des œuvres culturelles. Mais entre euphorie, fierté, des interrogations demeurent quant à la conservation de ces trésors. On va en parler dans le décryptage avec les confrères. Et puis, à l'heure où le spectre du chômage plane sur de nombreux jeunes dans le monde, et plus particulièrement les jeunes béninois, l'entrepreneuriat est vu comme un moyen incontournable pour venir à bout de ce fléau à tout le moins inquiétant. En cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on va s'intéresser aux secrets de réussite dans le dossier de la semaine. Voilà ainsi résumé le menu, ou plutôt le condensé de votre émission de ce dimanche. Vous le savez, on démarre tout de suite par le mini-journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-journal de Wikiko. Les Béninois ont longtemps attendu leur retour, et bien c'est désormais une réalité. Les 26 œuvres royales, trésors du royaume du Dahomey, ont foulé le 10 novembre dernier le sol béninois, où ils ont ensuite été entreposés au palais de la Marina. Retour sur cette ambiance qui a prévalu lors de l'arrivée de ces œuvres. Rodrigue Babagüeto. Parti du Dahomey en 1892 par la mer, c'est par les airs que le butin pris par le colonel Dodds revient sur sa terre d'origine 129 ans après. Un retour dans un avion cargo pouvant prendre jusqu'à 139 passagers, mais qui a l'honneur de porter ce jour 26 œuvres, des trésors royaux, symboles de tout un peuple. Il est 15h15 lorsque le Boeing 737-300 de Tunis Air foule le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti. Tout de suite, la soute est ouverte pour la descente des œuvres. 12 caisses au total, et priorité est donnée à la plus importante et la plus lourde d'entre toutes, celle du trône du roi Guézo. Les autres œuvres descendent ensuite sous la surveillance des conservateurs, devant qui les trésors ont été empaquetés depuis le musée du Quai Branly. Alexandre a en charge la structure de déménagement qui doit transporter les trésors royaux. Pour un travail d'une telle ampleur, minutie et professionnalisme sont pour lui les maîtres mots. Nous, on était en contact avec la société qui fait ça, c'est eux qui ont fait les caisses. On était en contact avec eux afin d'avoir les informations pour savoir les longueurs, largeurs, hauteur, le poids, pour pouvoir gérer, savoir comment est-ce qu'on va les réceptionner ici. On a l'impression là que les œuvres ont simplement été mises dans une caisse, mais les caisses sont très travaillées si vous voulez. La plupart des œuvres sont dans un caisson de protection avant d'être mis dans la caisse qu'on voit extérieure. Et cette caisse-là extérieure, en plus là, elle est isotherme. Elle est là pour protéger de la chaleur et des différentes couches d'humidité, de soleil, de froid qui pourraient intervenir pendant le transport. Ensuite, les chariots qui sont toute la manutention qui est utilisée, c'est des personnes qui sont professionnelles et qui savent ce qu'ils font. Les 12 caisses sont donc embarquées dans 3 camions. Le trône de Guézo à lui seul a un véhicule et le convoi se met en branle pour le palais présidentiel. À la sortie de l'aéroport, il est 16h40. Les chevaux venus du nord pour la circonstance prennent les devants et autour, une foule en liesse offre aux trésors royaux divers chants et danses. C'est tout comme si les écureuils ont ramené la Coupe du Monde. Donc, comme vous le constatez, c'est la joie totale. Nous sommes contents que nos trésors nous reviennent après 130 ans. Ça représente notre lignée ancestrale. Ça représente notre héritage, l'héritage que les rois nous ont légué. Pour nous, c'est un trésor de guerre. Donc, nous ne pouvons que nous rendre sur place et applaudir le courage de ces personnes qui ont œuvré pour que ce jour soit vraiment un jour mémorable. Le cortège se dirige vers le palais de la Marina. C'est là que les œuvres vont faire leur acclimatation durant 2 mois avant d'être exposées au public en janvier 2022.
Le patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies. Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. On parle à présent santé. Le secteur sanitaire privé du Bénin ne veut pas être du reste dans l'atteinte des objectifs visant la couverture sanitaire universelle. Cette entité entend y apporter sa contribution. À cet effet, les acteurs du secteur privé sanitaire réunis à Cotonou ont posé les bases du partenariat public-privé ainsi que les jalons devant faciliter l'amélioration des indicateurs de santé et l'atteinte des objectifs liés à la couverture sanitaire universelle intégrale. Abibat Pio, Igor Ayoso et Ulvaeus Balogun pour les détails. L'amélioration du système sanitaire au Bénin est l'une des préoccupations majeures des acteurs du secteur sanitaire privé. Réunis au cours d'un symposium, ces professionnels de santé veulent prendre leur part aux côtés des pouvoirs publics pour améliorer les indicateurs de santé. Notre secteur de la santé a deux composantes, une publique, une privée. Et ce secteur ne peut pas bien fonctionner s'il fonctionne avec une seule de ces sous-secteurs. C'est un peu comme si, pour tenir votre corps, vous n'avez qu'une seule jambe. Donc, ce n'est pas possible de tenir, vous êtes obligé d'aller chercher une béquille. Et jusqu'à ces dernières années, le secteur de la santé avait fonctionné exclusivement ou quasi exclusivement avec le secteur public, ce qui peut expliquer que les performances n'ont pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, comme dans de nombreux pays, la démonstration a été faite que lorsque les deux secteurs travaillent ensemble, on peut avoir un système qui fonctionne à la perfection dans l'intérêt des populations. Un objectif commun à développer avec en toile de fond la réalisation de la couverture sanitaire universelle, un enjeu devenu un objectif de développement durable. Et c'est dire que si lui ou quelqu'un de sa famille est malade, quel que soit l'endroit où il se trouve au Bénin, il doit être capable, en parcourant une distance courte, d'arriver dans
son établissement de soins et d'y recevoir des soins de qualité sans avoir à vider ses ressources financières qui pourraient à ce moment-là le précipiter dans la pauvreté. Et quand on entend tout ça, on peut le résumer en 3 choses. Des soins de qualité, l'accessibilité géographique et puis l'accessibilité financière. L'accès à des services et des soins de santé de qualité qui ne sauraient donc se faire sans l'implication active du secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, 1, le secteur privé, il existe. 2, que ce secteur privé, il travaille depuis plusieurs années à améliorer la qualité de ses services. En intégrant le secteur privé, on augmente donc le potentiel d'établissements de soins qui vont rentrer dans le processus. Donc on aura un pays qui sera facilement quadrillé de manière à ce que tout Béninois qui cherche un service de santé va en trouver un le plus proche de là où il se trouve. La contribution du secteur privé pour parvenir à une couverture universelle est donc aujourd'hui inévitable. De quoi faciliter l'ambition du gouvernement de voir se généraliser son projet d'assurance maladie d'ici janvier 2022. Ce sera tout pour ce mini-journal. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alessandra Diotan. Wikeko, c'est également la revue de presse économique et cette fois, Rodrigue Babagbeto a signé la revue de presse. C'est la première fois qu'un ensemble d'œuvres culturelles quitte un musée français pour l'Afrique et qui plus est pour le Bénin. Un acte historique qui fait la fierté de toute une nation, mais qui appelle également à des interrogations. Tout de suite, le décryptage. En plateau avec moi pour le décryptage, Yves Patrick Loco, bonjour. Bonjour Ulvaeus, bonjour aux téléspectateurs de BB24 et à ceux qui suivent Wikeko. À côté de Yves, Fortuné Sosa. Fortuné, bonjour. Bonjour cher ami, je salue également les téléspectateurs. Alors Fortuné, on les a longtemps attendues et désormais elles sont revenues au Bénin. Vous avez suivi la liesse populaire qu'il y a eu autour du retour de ces 26 trésors royaux. Quel est le sentiment qui vous anime? C'est le sentiment d'un Béninois, d'un patriote, le sentiment d'un citoyen qui se sent fier d'appartenir à ce pays qu'on appelait Dahomey et qu'on appelle aujourd'hui Bénin. Parce que, vous savez, ces œuvres, les gens disent que c'est des trophées de guerre parce que c'est à un moment où les colonisateurs voulaient arracher coûte que coûte le royaume, voulaient mettre fin à cette hégémonie qu'il y avait dans le pays parce que c'était le royaume le plus puissant, c'était le royaume le mieux organisé. Entre griffes, c'était le royaume qui ne se contentait pas de ses périmètres, de ses limites, mais qui cherchait toujours à étendre sa royauté, etc. Et que le colon a dit, il faut que nous allions mettre fin à cette force-là qui existe sur ce territoire. Donc ils sont venus et pour affaiblir ce territoire, ce royaume-là, véritablement, ils sont partis, ils sont arrachés les trésors de ce royaume-là. Et aujourd'hui, 130 ans après, ces trésors sont en train de revenir. C'est comme si nous avions perdu une guerre que nous sommes en train de remporter finalement. Donc c'est une fierté d'un citoyen qui se sent véritablement citoyen de son pays. Encore plus citoyen de son pays. Alors Yves Patrick Loco, vous aviez eu la chance d'être aux premières loges de l'arrivée, notamment sur le tarmac avec la retransmission en direct sur la radio nationale. Sentiment de fierté pour vous également? Sentiment de fierté, je l'ai d'ailleurs dit, vous l'avez
dit à l'entame de votre intervention, avant de me poser la question, j'étais sur le tarmac de la base aérienne de l'aéroport international Cardinal Bernardin de Kadiaoun, mercredi dernier. Et si vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai dit, quand j'ai pris la parole, quand je devais intervenir, lorsque j'ai vu ce cargo 337F qui transportait les caisses contenant ces biens culturels-là, j'ai dit c'est historique, vraiment historique, puisque c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé véritablement, sinon le tout dernier processus a commencé en juillet-août 2016, 5 ans déjà que ce processus-là a commencé, et c'est l'aboutissement. Parce qu'il faut faire remarquer qu'avant 2016, il y a également eu des demandes de retour de ces biens culturels-là, des demandes jamais acceptées. Les négociations n'ont jamais abouti avec la France. Mais c'est historique que après 5 ans de négociations, le bout du tunnel ait pu être trouvé. Donc, pour ne pas répéter Fortuné Sosa, c'est un sentiment de fierté qui doit animer tout Béninois. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout Béninois devait être très fier de ce retour des biens culturels restitués par la France qui les avait fait partir il y a 130 ans par la mer. Parce que c'est parti par les bateaux, sous la férule du général Alfred Amédée Dodd. On a les 26 biens culturels et c'est appréciable, c'est louable. Il faut féliciter tous les acteurs qui ont œuvré pour cette restitution des biens culturels du Bénin. Vous disiez tantôt que le retour de ces biens-là concerne tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça ne concerne plus que Abomey. Aujourd'hui, c'est tous les Béninois qui se sentent impliqués. D'ailleurs, au lendemain de la restitution et de l'arrivée à Cotonou de ces œuvres-là, le chef de la diplomatie béninoise, je veux nommer le ministre des Affaires étrangères Aurélien Gbenonsi, et le porte-parole du gouvernement ont fait une sortie médiatique où il a été précisé que c'est un bien national. D'ailleurs, le mercredi, le jour d'arrivée de ces 26 trésors royaux d'Abomey, il y a un décret qui a été pris pour les consacrer patrimoine culturel national. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a une loi sur le patrimoine culturel qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. On va revenir sur la loi. Donc aujourd'hui, ce n'est plus des biens du royaume d'Abomey, ce n'est plus les biens du plateau d'Abomey, ce n'est plus le trésor royal de Béanzin ou de Glélé ou de Guézo. C'est des biens nationaux, ça appartient à toute la nation béninoise. Alors Fortuné, votre regard sur le cérémonial qu'il y a eu autour de la réception de ces trésors-là. Vous savez, le chef de l'État a dit que c'est notre âme. Il a martelé plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Que ces trésors qui sont partis représentaient beaucoup pour le royaume, pour le roi. Vous imaginez, au moment de capituler entre griffes, le roi Béanzin a fait incendier son palais. Mais il a conservé certains trésors. Ouais. Il les a fait enterrer. Il les a conservés soigneusement. Ça signifie que cela avait du prix pour lui. Cela avait une portée très grande pour lui et peut-être une portée très spirituelle pour lui. C'est pourquoi il ne les a pas abandonnés. Il les a gardés quelque part, peut-être dans l'optique de revenir les reprendre. Ça veut dire, mais le général Dodd, et d'ailleurs, il faut souligner que ce sont ces trésors-là qui lui ont valu le grade de général. Il n'était pas encore général en ce moment. Donc le général Dodd a pu retrouver ces trésors, il est parti avec, donc il est parti avec une partie de notre identité, de notre âme. Et c'est ça qui revient aujourd'hui. Donc c'est comme des Béninois, des Dahoméens d'alors qui sont en train de revenir. C'est des reliques de nos ancêtres.
de nos parents, arrière-grands-parents qui sont en train de revenir. Donc, il faut les célébrer comme si ce sont eux-mêmes qui sont là. Donc, c'est ça la portée de cette cérémonie que je trouve. Donc, c'est notre identité c'est une partie de l'histoire de ce pays que le colonisateur a essayé d'effacer, qui est en train de germer à nouveau. Donc, c'est comme ça que moi je vois la chose. Une chose est le retour de ces biens, un retour salué par tout le monde, mais au-delà de ce retour-là, il y a l'enjeu de la conservation, l'enjeu de l'entretien. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, on dispose d'assez de spécialistes pour entretenir ces biens-là? Parce qu'on sait, c'est des biens qui sont restés à l'extérieur pendant plus de 30 ans. C'est revenu dans des conditions encore plus, on va dire quoi, un peu plus nickel même que quand c'était parti. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui des spécialistes qui pourraient quand même faire ce travail de conservation? Moi, j'ai eu la chance de visiter presque tous les musées du Bénin. Et j'ai vu que dans la plupart de nos musées, il y a un travail de conservation appréciable qui se fait déjà. Dans la plupart. Si nous prenons juste le musée romain d'Abomey, le musée d'Abomey, il y a quand même un travail de conservation qui n'a rien à envier à comment est-ce que les œuvres sont conservées ailleurs sous d'autres cieux, qui se fait déjà là. Et aujourd'hui, dans sa volonté politique de mettre en avant le tourisme, la promotion de nos valeurs patrimoniales, le chef de l'État s'est engagé dans la construction des musées aux normes internationales. Il y a beaucoup qui ont été formés. Aujourd'hui, il existe une école qui forme les gens, les spécialistes du patrimoine au Bénin. Avant, les gens allaient à Alexandrie en Égypte. Et c'est très peu y allaient. Aujourd'hui, il y a un engouement à aller se faire former sur les questions du patrimoine, de la conservation, etc. Et d'ailleurs, les deux ministres qui ont été mis en avant dans ce processus qui a abouti, ils nous ont annoncé qu'il y a eu des gens qui ont été, des spécialistes qui ont été envoyés à l'extérieur, en France, etc., pour renforcer leur capacité dans le domaine de la conservation, dans le domaine du guide touristique, etc. En tout cas, dans les métiers liés au musée, au travail de musée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus douter de ce que nous ne sommes pas en mesure de conserver ces œuvres. Et d'ailleurs, lorsque les œuvres sont arrivées, un processus est mis en œuvre pour que le climat tempéré qu'ils ont quitté, il puisse être tropicalisé dans les semaines qui viennent et s'adapter au climat d'ici qu'ils avaient quitté il y a plus d'un siècle. Donc je pense que la question ne se pose pas. Maintenant, il faut mettre l'accent sur la motivation de ces gens-là, qui seront mis ou qui seront mis en œuvre, à contribution pour la conservation de ces œuvres. Parce que s'ils ne sont pas motivés, je le dis parce que quand j'écoutais ceux-là qui faisaient le travail, quand je faisais un certain nombre de tours dans les musées, il y avait ce déficit-là, il y avait ça là, la motivation qui manquait. Donc aujourd'hui, mais j'y crois parce que les niveaux de recrutement des gens, les niveaux de spécialisation des gens ne sont plus les niveaux aujourd'hui, parce que aujourd'hui les gens sont formés jusqu'au niveau du master en patrimoine, etc. Donc je pense que ça va se passer. Fortuné fait si bien de nous dire qu'il y a déjà des musées chez nous qui ne sont pas forcément bien entretenus. C'est le musée de Porto-Novo, le musée ethnographique du côté de Porto-Novo. Les conditions ne sont pas tout aussi reluisantes. Alors, des musées existent déjà. On veut en construire également d'autres. Mais on sait, et Fortuné l'a si bien dit, il y a la motivation de ces conservateurs-là, de ces gestionnaires de patrimoine-là, de ces guides touristiques-là, qui risquent de poser problème si on ne le met pas dans tout un ensemble. D'ailleurs, d'abord, j'allais dire, il faut les recruter. Il y en a qui ont fait la première promotion de gestion du patrimoine culturel à l'ENA il y a quelques années.
ils ne sont pas tous casés. Il y en a beaucoup qui évoluent dans le privé, qui se débrouillent pas mal. Depuis quelques années, il y a l'INMAC, l'Institut l'Institut national de formation au métier d'art à l'Université d'Abomey-Calavi, qui existe également. Il faut que la formation soit renforcée et que l'État dote de beaucoup de moyens cet établissement-là pour qu'il nous sorte de très bons produits et que les produits soient réellement utilisés sur le terrain. On ne va pas oublier le travail que fait depuis quelques années l'EPA, l'École du patrimoine africain, qui a formé également des gestionnaires du patrimoine. Donc, tous ceux-là sont là. Il faut tenir compte de leur présence dans le microcosme et les utiliser à bon escient. Fortuné a parlé de motivation. Je ne sais pas s'il faut en rajouter. Sinon, c'est pour répéter Fortuné. Il faut motiver les gens. Aujourd'hui, par exemple, je fais une petite digression pour dire que quand vous montez dans une pirogue ou une barque pour aller à Ganvier, à peine 30 mètres sur l'eau et le guide commence déjà par vous exposer ces problèmes, que ce que vous venez de payer, que c'est le ministère qui en profite, que c'est l'association de développement, que lui, les jeunes étudiants, il commence par vous déranger entre griffes. Voilà. Donc, il faut motiver les gens. Si on motive suffisamment les gens, si on les met dans de bonnes conditions, ils vont faire un travail appréciable, ils vont faire un travail de conservation, ils vont faire un travail de veille. Et ils vont veiller sur ces œuvres-là. Et ce serait pour le bien de tout le pays. Je vais me permettre une deuxième digression pour dire... ce n'est pas peut-être pas par faute de motivation, mais les pitons de Ouida disparaissent. Je ne veux pas en dire plus. Alors justement, ce que vous dites nous permet d'embrayer ainsi sur le vote de la loi sur le patrimoine. La loi a été, on va dire, on a apporté de nouvelles choses à cette loi-là. C'est quoi exactement aujourd'hui cette loi-là? Elle apporte quoi de nouveau dans l'écosystème? Il y a beaucoup d'innovations qui sont contenues dans cette loi-là. On dit par exemple, il y a un documentaire qui est passé sur BB24 où c'est le confrère Anou Adadja qui a réalisé un très bon document sur la ville de Boycon avec les scories qui ont été découvertes par exemple. Avant, si on découvre des scories dans votre maison, c'est peut-être votre propriété, vous les gardez ou bien en fouillant votre sol pour faire peut-être un puisard, vous découvrez des biens dans le sol. Aujourd'hui, avec cette loi-là, ça appartient à l'État. Même si c'est un bien qui appartient à votre parent et on lui découvre un caractère d'appartenance au patrimoine, on vous délaisse de ça. Aujourd'hui, une autre innovation de cette loi, les pillages, la détérioration du patrimoine culturel est sévèrement punie. Avant, on pouvait, à la place de l'étoile rouge, afficher, il y a une campagne d'évangélisation où un pasteur donne des flyers pleins à la place des martyrs. Aujourd'hui, ces choses-là sont punies par la loi. Donc, il y a tellement d'innovations contenues dans cette loi sur la protection du patrimoine culturel qu'on ne va pas finir de les citer. Alors justement, on ne va pas finir d'en parler. Je crois que le nouveau test, selon ce que j'ai pu lire, intègre des préoccupations liées notamment à la circulation des biens culturels, le transfert illicite, la protection des données informatiques liées au patrimoine culturel, la promotion du mécénat culturel et l'auto-assurance de l'État pour les biens culturels. Est-ce que tout ça permet aujourd'hui, selon vous, Fortuné, à baliser le terrain pour que les biens qui sont revenus puissent, et les biens à découvrir par ailleurs, puissent être bien entretenus? Oui, et nous ne dirons pas autre chose. Vous savez, le président français allait jusqu'à parler de l'universalité des œuvres. Et à partir de cet instant, le Bénin a très bien fait d'avoir cette loi-là, d'anticiper avec cette loi qui renforce la protection de nos œuvres, de notre patrimoine, qui renforce également l'engouement à en demander davantage
à tous ces pays qui nous ont dépossédés, spoliés, etc., de certains de nos trésors, de nos œuvres, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les Béninois doivent avoir cette fierté d'avoir un gouvernement qui a beaucoup misé sur le tourisme, qui a pris le tourisme comme le deuxième levier de développement économique du pays après l'agriculture. Et c'est fort de cela que tout cet arsenal juridique a été créé pour que on ne s'amuse plus avec le patrimoine, surtout le patrimoine matériel. Alors, parce que ce qui est visible, c'est le patrimoine matériel, etc. Donc, oui. Alors j'allais dire, vous dites si bien que les Béninois doivent s'intéresser à la chose. On sait aujourd'hui qu'on n'a pas cette habitude-là, nous Béninois, à aller dans les musées, à visiter nos musées. D'ailleurs, même dans le système éducatif, ce n'est pas intégré, alors que par ailleurs, des excursions pour visiter les musées auraient été un plus pour inciter l'enfant, le jeune et le Béninois de demain à connaître les musées, à connaître même son histoire. Oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire. Et moi, je dis, vous avez vu pour les 26 heures, toute la communication qu'il y a eu. Il y a eu tellement de communication autour que le mercredi, c'était le mercredi, le mercredi dernier, les populations sont sorties. Oui. Et il y a beaucoup qui voulaient voir tout de suite les œuvres. Et il y en a qui étaient découragés de constater qu'on ne peut pas les enlever des caisses tout de suite. Il faut attendre jusqu'à janvier. Les gens n'ont même pas vu les caisses, puisque les caisses étaient dans des camions. Dans les camions, voilà, les gens n'ont pas vu. À part qu'à la télé, on a pu voir les caisses dès que c'est arrivé à la présidence de la République, etc. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a cet engouement. Les Béninois sont en train de comprendre que nous avons l'obligation d'intégrer dans nos habitudes le tourisme, c'est-à-dire la descente sur nos sites touristiques, dans nos musées, pour découvrir ce qu'il y a, parce que c'est du trésor qu'on y cache. C'est du trésor qui s'y trouve. Oui. Voilà. Alors, on va finir avec vous, Yves-Patrick Lecaux. Oui. Je disais, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné intégrer cette ambition de découvrir les musées, même dans le système éducatif? Nous sommes à BB24 ici, non loin d'ici, à la place des Martyrs. Oui. Et je salue d'ailleurs l'effort d'embellissement de nos places publiques. Je salue aussi la création d'autres places publiques comme les jardins de Mathieu, par exemple. Mais vous constatez qu'à l'approche des congés, vous voyez des bus garés à la place des Martyrs, on amène les enfants là, on leur sert du sandwich et on les amène après à la plage et c'est fini, ça s'arrête là. Pourquoi ne pas intégrer dans les programmes de ces sorties pédagogiques-là la visite groupée des musées, même pas forcément des musées publics. On a à Pao ici un musée privé par exemple. On a même dans Cotonou des musées privés. Le musée de la Ricade, du côté de Lobozumpa, dans Godomé, commune de Calavi. On a le musée qui expose les trésors marins. Les squelettes d'animaux marins, tout ça, à Akpakpa. Donc il faut intégrer ça. Pourquoi ne pas imposer ça dans les programmes scolaires? Ce serait bien, un bon début. Et il faut que l'habitude maintenant, il faut que visiter les musées, visiter ces centres-là, entre dans nos habitudes. Et je pense que cela va passer forcément, cela va permettre de renchérir cette volonté du gouvernement de faire du tourisme le second levier de développement économique de notre pays. Merci à vous, Yves-Patrick Lecaux. Merci Fortuné Sousa d'être passé sur ce plateau et d'avoir apporté votre éclairage également. Merci. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Je le disais, dans la majorité des pays africains, l'entrepreneuriat est de plus en plus considéré comme une clé de croissance économique. En cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on va poser un regard sur l'importance des valeurs qui devraient, ou plutôt qui animent chaque entrepreneur. On revient avec notre invité juste après cet élément. Quand Romuald se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une start-up et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise.
Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus boosté pour pouvoir réellement finaliser la start-up. Des jeunes comme lui, le patron des start-up du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa start-up passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, d'accord, il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent? Il y en a, avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères, sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des start-up est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistrée sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands, seulement l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut ou les mesures d'accompagnement que les startups ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Startup Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label startup. C'est-à-dire quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous octroie ce qu'on appelle le label startup. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup d'exonérations. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les startups béninoises? Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres, où la volonté politique accompagne les startups dans leur éclosion. Et voilà, notre invité sur ce plateau est un jeune entrepreneur. Il a nom Olivier Sego. Bonjour. Bonjour, monsieur le Merci journaliste. d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi. Et pour m'accompagner en plateau pour les échanges, Rodrigue. Et oui, Evariste Balogun, nous sommes encore là ce jour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore des vôtres en cet instant. Alors, Evariste Balogun, vous l'avez dit, en cette semaine de l'entrepreneuriat, Wikeko met en lumière l'importance des valeurs qui animent chaque entrepreneur, et derrière chaque projet se cache un désir profond de changer le monde à sa façon et de le faire évoluer positivement. Olivier Sego, vous êtes entrepreneur. Dites-nous déjà, est-ce que le métier d'entrepreneur est un métier comme tout autre? Merci, monsieur. Je salue les téléspectateurs. Le métier d'entrepreneur est un métier comme tout autre. Mais c'est aussi un métier particulier. Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est parce que le métier d'entrepreneur englobe tous les autres métiers. Un entrepreneur, c'est un vendeur. Oui. Un entrepreneur, c'est un communicateur. Un entrepreneur, c'est un informaticien. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à faire tout. Un touche à tout. Voilà. Donc, c'est un autodidacte. L'entrepreneur, il touche à tout. Et il doit un peu comme forcément, la statue Shiva à plusieurs bras. Voilà. Et puis, il doit avoir forcément cette capacité, cette attitude-là d'être prêt à faire toutes choses. Alors, on aborde ainsi les caractéristiques d'un bon entrepreneur. Pour être bon entrepreneur, du moins, comment reconnaît-on un bon entrepreneur? Merci beaucoup pour la question. C'est un peu complexe de reconnaître un bon entrepreneur du coup comme ça. Voilà, mais c'est dans sa manière de gérer. Okay. Et dans sa manière de faire face aux problèmes de gestion au quotidien. Vous voyez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux. Parce qu'il est dans un environnement qui se dit, ah voici, il y a un problème, je dois résoudre ce problème-là. Le but, premièrement, ce n'est pas de rechercher l'argent. C'est de satisfaire à un besoin qu'il remarque sur un marché d'ordre. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux.
Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, ma première entreprise, je marchais et j'ai vu une grosse industrie. Et j'étais là, je regardais près d'une heure. Et je me suis rapproché et j'ai dit, tiens, ce que vous êtes en train de faire là, ça m'intéresse. Et le responsable me dit, tu es sûr que ça t'intéresse? Le patron qui est au Nigeria veut avoir une entreprise, une seconde entreprise ici. Est-ce que vous êtes prêt à... Je dis, je suis prêt. Okay. Alors que j'avais même pas les moyens, j'avais pas... C'est la curiosité. Et alors que avant même de commencer, j'avais déposé un dossier quelque part. On me proposait une centaine de mille. Et j'ai commencé. Je vous dis, la première semaine, je me suis fait près de 700 000. Je dis, mais cette affaire-là, comment je peux rapidement les choses là? Donc ça veut dire que c'est la curiosité. Je pouvais passer outre, je pouvais... sans que cela n'attire votre attention. Donc il faut être curieux. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez être curieux. Vous devez beaucoup lire, vous devez chercher, voyager, voir les choses qui se passent autour de vous. Discuter avec votre environnement pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quel est le besoin, qu'est-ce qu'on peut vendre à quelqu'un. Si vous n'êtes pas curieux, vous allez rester là, les gens vont faire les activités économiques autour de vous. Alors deux caractéristiques que je retiens déjà de vos propos. La curiosité et la bonne gestion. C'est bien ça. Oui, mais ce n'est pas fini. Oui. Il faut être discipliné. Ok. Un jour, un jeune entrepreneur m'a dit, si tu peux me dire une phrase qui peut me sortir de la mauvaise gestion, je lui ai dit la discipline. La discipline, ça coiffe tout. Oui, quand vous êtes discipliné, vous savez quoi faire, quand faire et comment le faire. Le faire très bien. La discipline, c'est quelque chose qui booste. Vous voyez, quand on prend un entrepreneur, ce qui compte, c'est sa personnalité. C'est sa capacité à créer de la richesse. C'est ça qui définit un bon entrepreneur. C'est pas forcément... vous voyez, il y a des gens pauvres, mais avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire c'est un peu paradoxal. Oui, parce que la première richesse, c'est dans la tête. C'est votre capacité à créer de la richesse. Vous voyez quelqu'un... qui n'est pas considéré quelqu'un vulgaire et puis quelques années, il est transformé. Mais les gens commencent par dire, bon, celui-là, il est rentré dans quelque chose. Alors que non, c'est sa mentalité. Il ne se voit pas pauvre. Il sait les valeurs qu'il est en train de cultiver. Il sait là où il veut aller. Donc, la première des choses, c'est la mentalité d'entrepreneur. Alors, vous avez cité ainsi quelques caractéristiques d'un entrepreneur ou d'un bon entrepreneur. Vous avez également témoigné, vous avez partagé avec nous vos débuts dans l'entrepreneuriat. C'est la curiosité qui vous y a poussé. Mais de ce début-là à ce jour, le parcours a-t-il été de longue haleine? Vraiment, comme je le disais tantôt, ce n'était pas facile parce que effectivement, on invite tout le monde à entreprendre. Mais comme je le disais souvent dans mes séminaires et tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Quelle est la différence? La différence, c'est que en venant ici, on est en train d'entreprendre quelque chose. Quand tu sors l'argent pour faire quelque chose, tu es en train d'entreprendre. Quand tu construis ta propre maison, oui, tu es en train d'entreprendre. Mais l'entrepreneuriat, en tant que art, en tant que science, tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut un profil donné. Il faut être un profil donné pour être un bon entrepreneur. Et on peut avoir de bons cadres. On peut avoir des gens de bons cadres. Un jeune est venu dans mon bureau, on a parlé, il dit, cherche du boulot. Je dis, bon, ce que je peux faire pour toi, dis-moi, tu as besoin de combien pour lancer une entreprise et une idée qui peut vraiment être rentable, je suis prêt à te financer. On a fini de parler, il dit, mais trouvez-moi quelque chose d'abord. Donc sa mentalité, c'est de travailler. Et on ne veut pas refuser ça. Donc il faut qu'on fasse la part des choses. Mais quand tu te retrouves dans la peau d'un entrepreneur et tu vois que tu as envie d'impacter, de résoudre des problèmes, tu te vois vraiment envie de faire de grandes choses. Il y a des gens qui s'ennuient. Moi, j'ai fait l'école nationale d'administration de magistrature. J'ai fait l'administration des finances. Donc, je suis parti pour être inspecteur des impôts. Mais rapidement, je me suis ennuyé de beaucoup de choses. Je me suis dit, je me plais beaucoup plus dans les activités. Vous voyez? Donc, il faut être préparé à cela et avoir un peu ça dans le sang.
Mais on sait qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat en tant que telle. Donc, tout ce que vous dites là, c'est sur le terrain, sur le tas qu'on se forme au quotidien. Oui, tout à fait. Ou peut-être avec des conseils comme des gens comme vous. C'est pas évident. Vous voyez. Quand on est débutant, c'est pas évident. C'est vrai, quand on est débutant, c'est pas évident. Mais tout s'apprend avec le temps. Ouais. Quand moi j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait assez d'erreurs. Partagez justement avec nous ces erreurs. J'ai perdu quelques erreurs. Tu recrutes des gens qui ne sont pas motivés et tu fais de mauvais investissements, tu perds beaucoup d'argent. Un jour, moi, j'ai perdu près de 4 millions dans une affaire. Et quand j'ai quitté là, je voulais acheter crédit forfait chez... voilà. Et elle s'est fait arnaquer 27 000 et puis elle pleurait. Je dis, bon, prends tes 27 000. Ce que moi j'ai, si je te raconte ça maintenant, tu vas t'évanouir. Parce que chacun ses problèmes. Donc un entrepreneur le voit et il est calme, il va, il vient, et puis on voit que tout est rose. Il gère beaucoup de choses, beaucoup de pression. Là où tu as loué, le locataire te dit, tu dois payer, il y a les frais, les employés. Quand tu les payes, ils sont contents. Hein, si 1, 2, 3 jours, tu ne payes pas, tout le monde renvoie la mine. Donc tu as beaucoup de choses à gérer. Tu gères ça, tu gères la clientèle et tu veux vraiment évoluer. Donc il y a beaucoup de challenges. Mais quand on est passionné et quand on sait là où on veut aller, on a le courage nécessaire de surmonter. La passion vous fait rester justement sur cette route de l'entrepreneuriat. Mais dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut entreprendre dans n'importe quel domaine et atteindre la réussite qu'on espère? Oui, comme je le disais tantôt, tout part de la psychologie. C'est pour cela quand quelqu'un, un entrepreneur, un jeune veut se lancer, il doit se former. Pas forcément aller à une école, mais se former personnellement. Il y a la formation psychologique. Développer des compétences qu'il faut. Parce que quand vous allez commencer, les gens vont vous décourager. On dit, tu veux faire telle chose, ça ne marche pas, telle chose. Et rapidement, tu vas laisser cette affaire faire autre chose. Donc, il faut se préparer. Il faut lire les livres de développement. Il faut étudier des gens qui... Moi, j'ai étudié le président. J'ai vu comment, sa manière de gérer. J'ai étudié beaucoup de gens et ça me passionne. Je dis, je veux devenir comme ceux-là. Vous voyez, si vous n'avez pas de repères, si vous n'avez pas des objectifs, si vous n'étudiez pas ceux qui ont réussi autour de vous, pour voir comment eux ils font les choses. Parce qu'on ne va rien inventer. Hein. C'est clair. Tout a été déjà fait. Il faut s'inspirer des autres. Donc, on s'inspire un peu de comment les autres font et tu te formes, tu te donnes la capacité, la motivation nécessaire, la persévérance. Vous voyez, et c'est quand tu commences, je vais vous raconter une expérience qui a été réalisée aux États-Unis. On a pris des souris qu'on a mis dans de l'eau pour les noyer. Au bout de 15 à 20 minutes, les souris meurent. Mais on a attendu 12 minutes, on a enlevé les souris, on les a lavées, on les a laissées. 1 heure après, on a replongé les souris, ils ont résisté pendant 60 heures. Ça veut dire que quand il y a l'espoir, quand il y a l'espérance, l'homme déploie la capacité, plus de capacité pour faire. Les gens qui meurent après 20 minutes résistent 60 heures. Donc on a du potentiel. Mais on ignore, on ne sait pas qu'on peut aller jusqu'à là. Quand on voit quelqu'un construire plus sain, on se dit que c'est eux. Mais nous, on est là. Mais il y a les uns, les autres. Non, tout le monde a le potentiel de... Il suffit de croire, il suffit de se former, d'avoir la mentalité qu'il faut pour pouvoir affronter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs plus porteurs que d'autres? Oui, ça c'est clair. Lesquels par exemple? Actuellement, il y a un secteur du numérique qui marche correctement. Parce qu'il y a la mondialisation. Tu peux rester au Bénin, avoir des marchés aux États-Unis, en France, en Belgique, et avoir des devises que quand tu convertis ici, tu deviens multimillionnaire. Un jeune tu vois, donc, il y a des secteurs qui ne nécessitent pas trop d'investissement. Si on prend le secteur numérique, ça nécessite juste une compétence et d'avoir un ordinateur et la compétence pour vendre. Soit tu es un développeur, tu fais du marketing ou toi tu fais du graphisme, tu as quelque chose à vendre. Ouais, et tu peux vendre au monde entier. Ouais. Il y a aussi le secteur d'agro-business. Voilà, qui est un secteur qui ne peut jamais faire chose à part. C'est un secteur où quand tu rentres dedans, franchement, tu découvres que quand les parents disaient la terre ne ment pas, tout ça, ils ont raison. Mais ce qui fait que beaucoup de jeunes n'aiment pas, ils veulent l'argent facile, rapide. Alors que la terre ne donne jamais l'argent rapide comme ça. Non, tu dois faire des années. Il y a un monsieur au Sénégal, il a laissé tout pour aller faire de la pisciculture. 5 ans.
Et étant cadre, il a laissé tout son confort en ville pour aller au village. Je vous dis, 5 ans après, il est revenu en ville en tant que multimilliardaire. Donc, quand tu es un jeune entrepreneur, il y a des moments où tu dois vivre dans la sobriété, vivre comme si tu n'as rien, même si tu as le minimum qu'il faut. Parce que une erreur à éviter aussi, beaucoup de jeunes veulent paraître. Quand ils commencent, et puis une affaire marche, tu as quelques millions, au lieu de réinvestir, on veut non paraître, avoir un véhicule, avoir et montrer qu'on a réussi. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne veut même pas paraître, c'est quelqu'un qui vit dans la discrétion. C'est quand l'entreprise porte de nom. Moi, beaucoup de gens viennent dans mon entreprise, ils me dépassent, ils ne savent même pas que c'est le responsable là. Parce qu'une entreprise, ce n'est même pas toi. C'est l'entreprise qui a un nom. Les gens connaissent l'entreprise, mais ne te connaissent pas. Et aujourd'hui, dites-nous, pour entreprendre, aujourd'hui, plusieurs pensent qu'il faut forcément avoir de l'argent pour entreprendre. Que leur diriez-vous? Effectivement, l'argent est important dans toute chose. Vous voyez, l'argent est important dans toute chose. Mais en entrepreneuriat, premièrement, c'est la personnalité. Parce que si tu remets 100 millions à quelqu'un, vous voyez, ceux qui gagnent beaucoup plus au loto, c'est ceux qui reviennent pauvres, qui redeviennent pauvres. Parce que si tu ne sais pas gérer, n'importe quel argent qu'on va te remettre, tu vas gaspiller ça. Tu vas gaspiller ça. Donc, premièrement, il faut savoir gérer. Il faut avoir une bonne vision. Il faut avoir un objectif à atteindre et maîtriser comment l'argent fonctionne. Et pour maîtriser comment l'argent fonctionne, il faut commencer petitement. Avec 100 000, tu viens à 500 000. Tu dis, donc il faut quitter 100 000 pour venir à 500 000. Donc si quelqu'un hasard et te confie 500 000, tu peux aller au million. Donc tu es sûr que quand on applique tel principe, comme disait Aliko d'un côté, quand il y a le premier million, c'est compliqué. Mais le deuxième million, c'est facile. Parce que tu repliques ce que tu as appliqué pour gagner le premier million, et tu gagnes le deuxième million, ainsi de suite. Mais c'est vrai, vous avez donné l'exemple de Aliko Dangote, mais est-ce que quand on parle de minimum pour pouvoir entreprendre, il arrive qu'on élabore son business plan, mais qu'arriver à la banque dans la recherche d'investissement, justement, on n'y arrive pas. Donc, investissement, ou du moins moyen financier, est forcément indispensable pour entreprendre, non? Oui, c'est indispensable, mais pas comme les jeunes le pensent. Quand tu prends un jeune, tu as besoin de combien? Il te sort toujours le million. Ok. Moi, j'ai fait un coup d'entrepreneuriat et puis à la fin, je décide de financer 3 projets. Ils m'ont tous proposé des projets qui me dépassent aussi. Donc je dis non, proposez-moi des projets de 1 million, de 2 millions, de 5 millions, plus on va voir. Donc quelqu'un dit j'ai un projet de 10 millions. Je dis mais tu ne peux pas commencer un projet de 10 millions. C'est vrai qu'il y a des projets où il faut vraiment d'investissement. Vous voyez, tu ne peux pas rentrer dans un projet de communication ou de télécommunication sans les moyens. C'est de gros moyens. Donc quand tu es jeune, tu ne cibles pas d'abord ces secteurs. Tu cibles les secteurs où tu peux rentrer facilement avec peu de moyens et faire de... Commencer à grandir. Moi, après, j'ai fait des études dans le domaine maritime où j'ai toujours voulu être transporteur maritime. Mais il n'y a même pas de transport maritime au Bénin. C'est des milliards. Avoir un navire, c'est des milliards. Bien sûr. Donc, c'est un projet, c'est un rêve que je développe. Mais pour l'instant, j'ai d'autres entreprises et je cherche les moyens. Et si un jour j'ai les moyens, je peux rentrer dans le secteur. Donc, quand vous avez besoin de financement, ici, aucune banque ne peut vous prêter de l'argent quand vous êtes jeune. Du moins, un montant consistant. Peut-être le peu de choses qui peuvent risquer. La banque prête à ceux qui peuvent rembourser. Donc au début, vous aurez forcément un problème de financement. Mais si vous avez planifié, commencez petitement, les parents, vos alliés peuvent vous aider. Et quand vous avez une bonne idée, et si vous avez la dose de motivation nécessaire, quand vous parlez à quelqu'un, la personne n'hésite pas. Parce qu'on voit que franchement, ce que tu proposes, c'est rentable. Et l'une des choses également, on n'aime pas partager. Le jeune entrepreneur veut l'argent. Quand tu proposes à quelqu'un, tu m'aides à créer mon entreprise. Si ça marche, je peux te donner 5%. La personne est prête. Mais tu dis, donne-moi, prête-moi. La personne, si tu te prête là, tu ne vas pas rembourser. Donc il faut l'impliquer. Il faut l'impliquer, lui dire soit je te donne tel aspect. Et la personne voit son intérêt. Comme on dit, c'est l'intérêt qui guide le monde. Et aujourd'hui, l'écosystème. Rodrigue, on n'a plus assez de temps, on a fini, on n'a plus le temps. L'écosystème entrepreneurial aujourd'hui.
l'écosystème est favorable parce qu'il y a des réformes. Et il y a la mise en place d'une organisation judiciaire du commerce où les contentieux commerciaux sont vite gérés. Donc on n'a plus le long système, non. Il y a ça. Il y a aussi la formalisation des entreprises. Il y a aussi plein de trucs qui aident quand même. En quelques jours, tu as ton entreprise tu as toutes les pièces de commerce, carte d'importateur pour pouvoir travailler. Donc nous avons un environnement qui est favorable à l'investissement, favorable à l'entrepreneuriat. Ce qui ne reste plus que les jeunes voilà, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'après tout, il faut passer à l'action. C'est ça, passer à l'action. Très belle conclusion d'ailleurs, hein, monsieur Olivier Senghor. Passer à l'action, Rodrigue Babagbeto, passer à l'action. Chers téléspectateurs, passez également à l'action, comme l'a dit notre invité. Et c'est tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.